suis associé avec ma femme Julie sur la ferme du Lotaret. Donc c'est une petite ferme qu'on a reprise en 2019 sur Villard d'Arène. Donc on est à quelques kilomètres du col du Lotaret. On n'est pas originaire de la région, parce que Julie est de Loire-Atlantique au départ, et puis moi de la Loire. Et on a passé plusieurs années hébergés dans les Pyrénées, tous les deux auparavant. Et puis, voilà, en cherchant une petite ferme à reprendre en haute montagne, surtout, on est arrivé ici. C'est une ferme avec un troupeau de race d'airain. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, des vaches principalement noires qu'on trouve autour, son berceau d'origine, c'est autour du Mont Blanc, donc la vallée de Chamonix en France, le Valais en Suisse et le Val d'Aoste en Italie. On cherchait vraiment une ferme en haute montagne. Le désir, c'était, parce qu'on a visité dans le Massif central, les Pyrénées, on connaissait aussi. On voulait être haut en altitude, mais on voulait surtout avoir des montagnes encore plus hautes que nous quand on lève la tête. Et donc, quelque part, il n'y a quand même pas beaucoup de régions en France qui le permettent. Et puis, en prospectant un peu des annonces, la ferme ici était sur le répertoire départ installation de la Chambre d'agriculture. C'est comme ça qu'on a pris contact avec les prédécesseurs, qu'on est venu visiter. Et quand qu'on a eu visité, ça a été la ferme qui cochait toutes les cases qu'on voulait, quoi. C'était vraiment la ferme qu'on rêvait. Et de fil en aiguille, ben on est arrivé. 1er avril 2019, on a fait la passation avec nos prédécesseurs. Et puis voilà. Ça s'est fait très vite parce que avant nous, il y avait des jeunes qui avaient voulu reprendre et puis qui ont décidé d'arrêter. Et donc les prédécesseurs à qui appartenait encore la ferme, eux étaient à la retraite. Donc il y avait une urgence à reprendre la ferme. Donc ça s'est fait en 2 mois, il a fallu être installé et puis attaquer, quoi. Donc attaquer, ça veut dire que vous avez récupéré les bêtes aussi en même temps ou comment ça Voilà, s'est passé? voilà les bêtes, le matériel, enfin l'infrastructure, et puis on est arrivé 31 mars, puis 1er avril, pied à l'étrier, quoi. Mais juste à la fonte des neiges, quoi. Voilà. Bon, À peine, à peine, à l'époque. Au départ, quand on a repris la ferme, on n'a pas choisi cette race-là, parce qu'elle était déjà présente. Alors, moi, je connaissais un peu la race, mais j'avais jamais travaillé avec. Et au bout de 3 jours qu'on avait repris la ferme, il était clair qu'on changeait plus de race, quoi. Elles ont on a pourtant travaillé quand même avec pas mal de races en France, mais moi j'ai jamais trouvé une race où il y a un tel contact avec l'homme, une telle hum, comment dire, une telle proximité. Beaucoup disent elle a un côté fusionnel avec son éleveur, et c'est vrai. Enfin, faut le vivre vraiment pour le comprendre, mais c'est quelque chose de très fort, et c'est quelque chose qui au quotidien fait que ce sont des animaux très faciles à travailler, à mener. Quand elles viennent chercher une petite caresse, ou enfin, on a un petit garçon de 3 ans, depuis tout petit, il est avec nous dans l'étable, on a une entière confiance en nos vaches, que j'aurais pas avec une autre race. Dans le département, on doit être le seul troupeau un peu conséquent de vaches d'airain. Euh, de plus en plus, on en trouve parmi d'autres troupeaux, parce que c'est une des particularités de la race, du coup, d'être dominante et d'être meneuse. Donc voilà, des éleveurs nous achètent des génisses pour les élever, et qui vont mettre dans leur troupeau en alpage pour mener plus facilement les bêtes. Donc ça, c'est une des particularités de la race, c'est comme elle est très proche de l'homme. Voilà, quand on l'appelle, la vache vient, et comme elle est dominante sur le reste du troupeau, bah, tout le troupeau suit. Donc c'est un vrai confort de travail. On a à peu près une trentaine de femelles, en comptant vaches, génisses et veaux, un petit peu plus. De notre troupeau,
uniquement race d'airain, et on a une béarnaise, faut le préciser, parce que c'est notre petit passage dans les Pyrénées, justement. Et l'été, on a en plus voilà, des vaches en pension, donc là, cette année de race tarentaise, où on paye une partie du lait à l'éleveur. Et nous, on transforme le lait. Depuis tout petit, moi, ça a toujours été dans le monde agricole. Donc dès que j'ai pu, je suis parti en lycée agricole, puis BTS agricole, puis une formation spéciale, un certificat de spécialisation en transformation de produits fermiers, voilà, jusqu'à arriver à l'installation, quoi. Nous, on suit le troupeau, c'est-à-dire quand elles sont en bas, on habite à la ferme, et quand elles montent au chalet d'alpage, on habite au chalet d'alpage. Le boulot quotidien, bah, c'est le matin, sortir les petits veaux qui ont dormi dans les tables, nettoyer, aller chercher les vaches, les rentrer pour traire, fabriquer le fromage, pendant que les vaches sont au pré. Et puis ben, le soir, on recommence, on retourne chercher les vaches, on traite. Alors le soir, on refroidit le lait par contre. Voilà, ça c'est le boulot de tous les jours. Et à côté de ça, ben, il y a la vente, il y a les foins, et puis ben, tout le côté paperasse Ouais. qu'on parle pas souvent, mais qui est omniprésent, voire beaucoup trop. Mais voilà, il y a tout ça aussi qui tourne autour du quotidien, quoi. Le lait, nous, on considère que c'est vraiment un lait qui est fait pour être fromagé. De par la texture qu'il amène au fromage, le goût, il n'a pas forcément, contrairement à ce que souvent on pense, des matières grasses ou matières protéiques très élevées. Par contre, comme on le rappelle souvent, la protéine que ce lait contient, c'est une grande partie la kappa-caséine bébé, et assez important parce que c'est cette caséine-là qui est importante pour la fabrication du fromage. Il y a plusieurs types de caséine, et d'autres laits, par exemple, seront plus pourvus de la kappa-caséine AA, et qui n'a pas de très bon rendement fromager. Donc en fait, on peut avoir du lait qui n'a pas un taux protéique très élevé quand on fait le contrôle laitier, par exemple, mais vu sa teneur en kappa-caséine bébé, ça en fait un lait qui a des très bons rendements fromagers. Au final, le plus gros de notre production, c'est l'hiver. Parce qu'on a les vélages qui vont bientôt arriver là, à partir du mois d'octobre. Donc plutôt des vélages début d'hiver, milieu d'hiver. Parce qu'il faut savoir que faire du lait en alpage, c'est pas forcément facile, parce qu'on subit directement le climat. Et quand on est à 1900 mètres d'altitude, il y a 2 ans, on a eu 30 cm de neige au mois de septembre, quoi. Et donc quand il y a 30 cm de neige, les vaches, ce qui est bien normal, passent toute leur énergie à se réchauffer, et plus dans la production de lait. Donc on peut avoir voilà, des déséquilibres de production assez énormes dans la saison, quoi. Et alors cette année, c'est plutôt l'effet inverse, on subit plutôt la sécheresse, avec une herbe qui a séché très vite, et qui aujourd'hui n'a plus une valeur très intéressante pour la production. Donc cette année, la production de lait l'été a beaucoup chuté aussi. C'est pour ça qu'il est plus facile de faire un lait régulier l'hiver, avec une alimentation qui est toujours plus ou moins régulière, même si le foin est parfois un peu différent. Mais voilà, on n'a pas ces gros changements de température qui impactent la production des vaches. Alors on a donc plusieurs types de fromages. Alors du plus frais, donc ça va être tout ce qui est faisselle, fromage blanc battu, des petits lactiques, donc des petits frais de vache, le coursin, donc ça c'est un fromage à tartiner à l'ail des ours. Ensuite on a un petit fromage pâte molle, de la tome, du bleu, du type raclette et du type gruyère.
Et en commercialisation, circuit très court. Voilà, sur un circuit très court. Euh, pour deux raisons. Déjà, c'était un peu notre philosophie, de vraiment travailler dans le local. Et puis du fait aussi de notre petite production et qu'on est les seuls pour l'instant dans le canton en fromage de vache. Avec, ben, on fournit un peu de restaurants, on fournit les refuges, et puis ben, les marchés présents sur Villard d'Arène et la Grave, quoi. Et aujourd'hui, ça suffit à écouler notre production. Et à vivre normalement, quoi. Il y a Et à vivre normalement, ouais. des projets d'extension. Alors pour l'instant, on est encore en phase d'augmentation un peu du cheptel. On est limité par notre bâtiment d'hiver, qui est très limité en place. On est dans, on est, euh, on est dans l'obligation de mettre nos petites génisses en pension chez d'autres éleveurs. On ne peut pas les garder dans le bâtiment. Après, il y a déjà un gros progrès génétique qu'on peut faire sur la race, parce que c'est une race qui a été un peu oubliée ou un peu mis de côté, en tout cas sur sa production laitière. Enfin, en France, hein, je parle, hein, parce que c'est pas forcément le cas de la Suisse et de l'Italie. Et du coup, on a dans les années à venir un vrai progrès génétique à faire dessus pour augmenter un peu le nombre de kilos de lait par vache sans pour autant diminuer sa rusticité, quoi. Donc ben ici, là, en gros, on peut dire qu'on est en deux saisons, hein, parce que le printemps et l'automne sont très courts. À la période hivernale, c'est-à-dire quand on rentre les bêtes à l'étable, c'est aux alentours du 1er novembre généralement. Et la sortie, c'est 15 mai à peu près. Donc on est presque sur 7 mois d'hiver. Et donc ça, c'est un peu plus bas dans le hameau, c'est au hameau des courses. Et là, ici, on est au chalet d'alpage, donc plutôt vers le col du Lautaret, et on y est à peu près de fin mai à fin septembre. Ce qui nous permet de faire les foins en bas pour nourrir nos bêtes l'hiver, c'est qu'on monte en alpage l'été pour pouvoir récolter les prés en bas, quoi. Tout l'intérêt de l'alpage, il est là. Une année classique, normalement, on est quasiment autonome en foin. Cette année, malgré la sécheresse et les campagnols, on produit encore la majeure partie, mais cette année, c'est quand même assez catastrophique, quoi, les rendements. On est à peu près à moins 40% cette année de production par rapport à une année normale. La première année, en 2019, ça c'est pas trop connu encore. C'est la meilleure année de foin d'ailleurs qu'on ait fait, nous. Et puis, voilà, 2020, 2021, beaucoup de campagnols. Et cette année, on trouve qu'il y en a un peu moins, mais en fait, ce qu'ils ont ravagé l'année dernière, cette année, ça n'a pas repoussé, ou ça a repoussé que du mauvais. Enfin, voilà. Les campagnols, ça devient vraiment un problème sur lequel il faut réfléchir comment on va avancer dans les années à venir, quoi. Parce que acheter 40% de sa production de foin chaque année, c'est un sacré coût économique, quoi. Nous, on n'a jamais perdu de bête par la prédation du loup. On suppose que le troupeau a été dérangé 2 fois, notamment une fois cette année. Bon, on l'a remarqué par le troupeau qui était excessivement énervé le matin et la façon dont il s'en prenait aux chiens qui allaient les chercher, qui était complètement inhabituelle. Donc voilà, cette année, on suppose que ça a bougé un peu, mais surtout, ça devait être il y a 3 ans. Après une grosse attaque qu'il y a eu au col du Lautaret, donc on savait que les loups étaient bien dans le secteur. Là, le matin, pareil, les vaches sont arrivées très tôt, très énervées. Et moi, surtout, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que pendant 3 jours, il y a une partie de l'alpage où j'ai pas réussi à les ramener, alors que c'est leur coin préféré. Et moi, je partais devant à les appeler, et les vaches s'arrêtaient sur le chemin et elles meuglaient. Pendant 3 jours, elles sont pas retournées là-bas. Et donc, j'ai vraiment de fortes suspicions que là, voilà, il y a un loup qui est passé, qu'on n'a pas eu de perte. Après, on prend des prédispositions, c'est-à-dire que des dispositions, pardon. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on rend tous nos petits veaux, toutes nos génisses à l'étable la nuit.
Elles sont Personne. simplement fragiles, quoi. Voilà, jusqu'à un an et demi, elles passent la nuit à l'étable et c'est pour ça qu'on les ressort le matin. Nous, aujourd'hui, on a donc les airains pour le lait principalement. Savoir qu'aujourd'hui, elle est surtout connue enfin, surtout connue. Elle est très connue pour les combats de rennes. Alors, les combats de rennes, qu'est-ce que c'est? Ça part d'un élément, d'un instinct très naturel chez cette vache-là, voilà, qui est un peu batailleuse. C'est-à-dire, quand on sort au printemps, les animaux, toute la hiérarchie du troupeau se remet en place et ça déclenche beaucoup de batailles entre les vaches. Alors, c'est des luttes qui sont assez impressionnantes parce que c'est des vaches qui font 600 à 700 kilos. Et pour autant, c'est des luttes qui sont très loyales parce que c'est simplement un rapport de force. C'est-à-dire que dès qu'une une vache abandonne, la bataille est terminée et la hiérarchie commence à s'établir. Jusqu'à ce qu'il y en ait une, en fait, qui a gagné toutes les batailles, ou des fois simplement par intimidation d'ailleurs, face à ses congénères et qu'on appelle la reine. Donc voilà, ça c'est l'instinct propre au troupeau auquel on peut pas échapper. Il faut le savoir quand on prend cette race-là. C'est des fois même un peu problématique parce que l'hiver, par exemple, deux vaches attachées à côté qui sont copines, elles ont passé 3 mois ensemble et puis tout par un jour, un matin, elles peuvent plus se supporter. Et du coup, je me trouve dans l'obligation de les sortir dehors pour qu'elles règlent leur compte. Ah oui, donc. Et une fois qu'elles ont réglé leur compte, qu'il y en a une qui a pris le dessus sur l'autre, voilà, tout le monde peut rentrer, c'est apaisé, quoi. Et c'est des batailles où elles se blessent pas. C'est très très rare. Ouais. Non. Comme c'est des luttes loyales, comme c'est simplement des rapports de force, il n'y a aucune méchanceté dedans, quoi. Quand une abandonne, la vache va pas la pourchasser pour lui faire mal, quoi. Il n'y a pas de coup de corne, quoi. Non, il n'y a pas de coup de corne. Entre elles, elles sont tête à tête, souvent. C'est ça qui souvent est impressionnant. Mais voilà, il y a vraiment pas de méchanceté. Il y a une tradition très vieille je saurais même pas la dater d'ailleurs, où autrefois chacun avait deux, trois, quatre vaches de façon vivrière chez lui, vivrier. Et il faisait un seul troupeau pour monter à la montagne, pour monter en alpage. Et du coup, ben, à chaque fois qu'il mélangeait tout le troupeau, tous les petits troupeaux du village, ça déclenchait énormément de batailles. Et c'était un moment convivial le jour de la montée entre les éleveurs, de dire, ben, de parier sur leur vache, c'est ma vache. Donc voilà. C'est comme ça qu'est né le folklore des combats de rennes. Parce que les personnes extérieures, quand ils voient une bataille, ils disent, voilà, mais c'est des, oui, mais enfin, c'est des vrais taureaux, alors qu'en fait, non, une fois que la bataille est terminée, et d'ailleurs, très souvent, quand une vache perd une bataille, elle vient se réfugier auprès de nous, souvent. Ouais. Voilà, elles viennent chercher la sécurité auprès de nous, elles viennent se faire consoler. Ou une reine, par exemple, une reine qui perd sa place durant l'été, ça nous est arrivé il y a 2 ans, elle a complètement chuté sa production de lait. Ça leur fait une telle déception au niveau psychologique que par jour, elle a diminué de 4 kilos par jour. C'est énorme. Qu'elle a jamais récupéré derrière, quoi. Donc voilà, au-delà de ses qualités laitières, je crois qu'on l'aime avant tout pour ça, cette vache.